ensoleillé, au pied du mont Garou, dans les vallées de l'Hérault, la vie semble paisible à Olargues. C'est justement pour ça que les vicomtes d'Olargues, en quête de nouveaux domaines, choisissent cette colline. Les pentes y sont douces au sud, mais abruptes au nord, et forment ainsi une défense naturelle. Ils y construisent au début du XIIe siècle leur ville nouvelle fortifiée, qui est alors dominée par un château fort, aujourd'hui en ruine. L'histoire de ce village passionne Jean-Claude Branville depuis plus de 20 ans. Presque par hasard, il découvre la région et s'y installe. Depuis, c'est devenu le plus convaincu des Olarguais. Donc cette ville nouvelle du XIIe siècle, si vous voulez, elle a été entièrement bâtie en 100 ans. Donc en 100 ans, les seigneurs d'Olargues, qui sont barons d'Olargues, les enfants du vicomte de Minerve, ont construit cette ville qui s'est agrandie petit à petit, mais déjà en 100 ans, tout le village principal était construit avec son château, avec donc ses remparts, 5 niveaux de remparts. Au XIIe siècle, Olargues était une place forte importante, qui a vraisemblablement été un centre commercial et administratif pour toute la région. Et à partir de ce moment-là, il en est resté une multitude d'habitudes qui sont encore aujourd'hui là, puisque en 1912, on a compté 112 commerces à Olargues, alors qu'il y avait 1000 habitants. Et aujourd'hui, où nous avons plus que 600 habitants, nous avons encore 22 commerces. Et pour une petite ville de 600 habitants, 22 commerces, c'est beaucoup. Ici, on se trouve dans la rue Neuve, qui, comme son nom l'indique, est la plus ancienne rue d'Olargues. C'est la rue principale qui traverse tout le village entre cette porte d'accès, cette grande porte d'accès, et le pont du Diable de l'autre côté, qui permettait donc les grands accès au village. Il y avait 7 autres portes autour du village, mais plus petites, qu'on appelait des portalets, avec donc la possibilité de passer à pied ou avec un âne, bâté évidemment, et avec toute la marchandise dessus. Le soir, pour être tranquille, pour être chez soi, qu'est-ce que l'on faisait? On fermait bien toutes les portes de façon à ne pas être dérangé la nuit. C'est normal, c'est ce que vous faites chez vous, non? Bonjour. Ça va très bien? Alors, quelle nouvelle? Très bien, tout bien. Il fait beau, alors on est content. Malgré les portes au début fermées, Else et sa famille venue de Belgique il y a 8 ans ont su apparemment se faire accepter des villageois. Allez. Bon courage, travaille bien. Et... Merci. Allez, au revoir. Pour Else Knockert, la peintre, l'émerveillement de la découverte est resté intact. Chaque fois que je sors de Largue, je regarde, quand je passe le pont, je regarde et je dis qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre dans un village très beau. Quand je reviens, je redis ça. Parce que c'est un village très pittoresque. Et j'aime bien de vivre dans un endroit où on sent la culture et l'histoire à travers des maisons, des chemins. Pour la peintre, ce sont surtout les couleurs du village et de ses environs qui constituent une vraie source d'inspiration. C'est surtout les couleurs qui m'attirent ici. Je suis belge, alors si on regarde la Belgique, c'est plutôt gris et côté nature, on a très peu de nature, on n'a pas la nature abondance qu'on a ici avec où on peut, c'est très sauvage ici, et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve plus en Belgique, surtout la lumière, le ciel bleu, même plein hiver. Alors pour un peintre, comme tous les peintres qui sont venus ici, c'est une régale, c'est un cadeau, quoi. Ce que Jean-Claude Branville préfère, c'est se balader dans les rues de son village où chaque coin de rue raconte une histoire. Ici, vous avez donc l'emblème d'Olargues. C'est une emblème en marbre qui a été mise ici par l'abbé de Cassan
Et c'est l'abbaye de Cassan qui a décidé un beau jour de payer un curé permanent à Aulargues. Ils le réclamaient depuis très longtemps. Et ils l'ont eu grâce à cette abbaye qui a payé chaque année donc la solde de ce curé. Et alors cet emblème, c'est une houle, c'est une marmite. Donc c'est pour ça que quelquefois on dit que l'origine d'Aulargues, c'est une aula larga. Parce que aula larga en latin, ça veut dire la grande marmite, et que la rivière ici fait un grand tour comme une grande anse, et que ça ressemble également à une marmite. L'une des particularités d'Aulargues, c'est aussi sa rue en forme d'escalier. Tout y a été construit en matériaux locaux, comme une grande partie du village. Ici, on peut voir le marbre d'Aulargues. Ça, c'est le marbre qui a permis de construire quasiment tout le village. Nous avons 3 carrières de marbre sur le village et elles ont permis de construire le pont du Diable, une grande partie du château, la plupart des maisons. Alors évidemment, ce n'est pas forcément du marbre poli. Celui-ci a été poli, en fin de compte, par le passage des mains. Mais sinon, on trouve du marbre brut un peu partout, si vous voulez, dans les murs. Et ce marbre, si vous voulez, c'est un calcaire, donc c'est très solide. Ça nous permet de faire plein de choses. Cet immeuble, qui ne contient qu'un seul grand escalier, appartient d'abord aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Puis il est racheté par la commune il y a une centaine d'années pour en faire une rue. Une rue constituée de 65 marches qui mènent directement à la nouvelle église du village. Ici, nous sommes devant la nouvelle église du village. C'est une église moderne, hein. Elle a été construite en 1688. Elle est due au fait que le château et l'église qui était là-haut étaient en ruine déjà, et puis qu'un certain monsieur Richelieu a fait signer au roi Louis XIII des ordonnances pour démolir 350 châteaux en France, dont Aulargues. Alors ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les habitants ont profité des pierres de là-haut pour construire cette nouvelle église. On est dans les parties fortifiées du village, et donc cette église est totalement intégrée dans les maisons. C'est pour ça qu'on ne la voit pas comme on voit d'habitude les autres églises qui se détachent avec un beau jardin autour. Je crois que j'ai la clé de l'église et que l'on va pouvoir rentrer. Autre originalité, l'église d'Aulargues contient un orgue dont il ne reste que 2 exemplaires en France. Créé en 1850 par un abbé de la région, cet orgue est petit et modulable et vise à contrecarrer l'arrivée des harmoniums dans les églises. Il est aujourd'hui classé monument historique, ce qui n'empêche pas Jean-Claude de se découvrir organiste à 16 ans. Les habitants ont reconstruit l'église, mais ont en revanche laissé le clocher sur la colline, à l'emplacement du château, tout simplement en réaménageant l'ancien donjon. Sur une autre colline, un peu en dehors du village, un autre homme a trouvé son bonheur en s'installant à Aulargues. Jean-Louis Ray est herboriste. Ici, la nature a tout à lui offrir. On cueille des plantes sauvages et on en cultive quelques-unes. On en a apprivoisé quelques-unes autour de la maison parce que justement on ne les trouvait pas sauvages. Sauvages dans leur milieu naturel, je veux dire. Voilà. Et donc on cueille des plantes pour des herboristeries et pour des magasins, des coopératives biologiques. Voilà, quelques pharmacies aussi. Jean-Louis s'est installé ici avec sa famille depuis 5 ans et cet endroit, il ne l'a pas choisi par hasard. C'est un endroit qui est très bien placé parce que là au nord il y a la montagne, le climat de montagne quoi. Donc il y a toutes les plantes de montagne. Ici ça va dans la direction de la Méditerranée. Et là 20 km à l'ouest c'est le climat atlantique. Donc voilà, il y a une grande diversité. Il y a une grande diversité aussi de sols. Parce que là, c'est un massif granitique, comme le Caroux, qui est derrière. Et tout autour, c'est du schiste. Donc, il y a une grande variété de types de sols. Et donc, sur le canton d'Aulargues, il y a quasiment une représentante de chaque espèce de la flore de France, quoi.
La saison du thym vient de commencer. C'est à la main que Jean-Louis va cueillir toute sa récolte avant de la faire sécher avec l'aide de sa femme Caroline. On le met où? Ah On oui. va mettre sur cette clé le thym. Ouais. Un séchage naturel puisqu'il n'utilise que le soleil et le vent pour faire fonctionner ces grands séchoirs en bois. Là, on met à sécher en couche fine pour que ça sèche bien. Donc là, ça va rester à peu près une dizaine de jours pour les plantes qui sont très difficiles à sécher. Et une fois que c'est sec, on va le faire passer dans la pièce qui est au fond du séchoir et on va le battre. Donc on le bat, ça sépare les tiges des feuilles. Et après, on tamise, voilà, pour récupérer uniquement les feuilles de thym, puisque là, c'est du thym. Ces plantes médicinales préparées par Jean-Louis et Caroline entreront dans la composition d'herbes de cuisine ou bien seront utilisées en pharmacie, comme par exemple dans le traitement des maladies pulmonaires. S'il fait bon vivre dans les collines de Largue, la vie est aussi paisible dans ces ruelles, à l'ombre des glycines en fleurs. Pour ces deux Olarguais, ce qui compte avant tout, c'est de discuter dans leur langue natale. Ero partit pescar, parlem d'així, cap a la Tomello. Oh. Et en aquel moment se pescava a la mà. Mais c'est caillomètre tout nu. Et la vérité est vraie. L'occitan, je ne l'ai jamais appris. Je l'ai toujours su, parce que je l'ai déjà entendu quand j'étais dans le sein de ma mère, qui ne parlait que l'occitan avec son mari, mon père, avec mes grands-parents maternels. Je n'ai commencé à parler le français que lorsque je suis arrivé à l'école. Mais moi, je parle le patois local, c'est-à-dire le patois que vous pourriez entendre de la bouche de tous les pépés mémés qui sont de notre génération. Bien souvent, je pense en patois et je traduis en français. Hein, ça va jusque-là. Donc c'est la langue du cœur. Ah, c'est la langue du cœur. C'est la langue du cœur et de l'esprit. Olargue reste fier de son patrimoine et de son histoire, tout en sachant offrir ses richesses naturelles aux nouveaux venus. Un mélange de tradition et d'ouverture qui fait tout le charme du lieu.